Bonjour à tous. C'est d'abord l'histoire d'une quête personnelle, celle d'un prêtre qui a voulu comprendre ce qu'avait vécu son grand-père, déporté dans un camp en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce camp, 10 000 juifs ont été fusillés. La démarche du père Patrick Desbois est le point de départ d'une aventure hors du commun. Au fil de ces voyages, une vingtaine en tout, le père Desbois et son équipe vont mettre au jour un aspect méconnu de la guerre, la Shoah par balle. Des milliers de tueries qui hantent encore la mémoire de villageois et de paysans ukrainiens. Plus de 60 ans après les faits, pour la première fois, ils racontent ce qu'ils ont vu. De cette aventure, le père Desbois a fait un livre, Porteur de mémoire, paru ces jours-ci chez Michel Lafon. Le père Desbois est notre invité dans ce KTO Magazine. Père, bonjour. Bonjour. Alors je précise que vous êtes directeur du service national pour les relations avec le judaïsme. Oui. À vos côtés, Richard Prasquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et vous connaissez très bien le père Desbois. Et puis enfin, Alexandra Léniel-Lavastine, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et journaliste au Monde, spécialiste de la Shoah en général et d'une partie de l'Ukraine. Alors une première question peut-être avec vous, Alexandra Lavastine. Qu'est-ce qu'on entend par la Shoah par balle ? Alors la Shoah par balle désigne en fait cette Shoah qui s'est déroulée en dehors des camps. Pour le dire rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que les historiens se sont très longtemps focalisés sur les camps de concentration et d'extermination qui, comme chacun sait, étaient situés en Pologne, et c'était bien normal qu'on se penche d'abord sur ces camps, mais du coup, on a un petit peu occulté cette autre face de la Shoah, que le père Desbois appelle justement la Shoah par balle, et qui, dans l'Ukraine occupée par les Allemands et par les Roumains, pour une partie de ce territoire, donc a fait entre 41 et 44 plus d'1,5 million de victimes, c'est-à-dire au fond près du tiers des victimes totales de la Shoah. Et donc cette expression désigne les exécutions de masse et les tueries par divers moyens d'ailleurs, pas seulement par balle, principalement par balle, mais par d'autres moyens, on en parlera sûrement tout à l'heure, qui se sont déroulés donc sur le territoire de l'Ukraine de l'époque occupée donc par le Reich. Les historiens avaient quand même conscience de ce phénomène de Shoah par balle ? Oui, bien sûr, on savait des choses, certains historiens y avaient évidemment travaillé, le symbole par excellence étant précisément le massacre de Babi Yar. Tout le monde a plus ou moins entendu parler de Babi Yar, là où en septembre 41, plus de 33 000 juifs de Kiev ont été massacrés. Mais souvent, on a presque l'impression précisément que cette Shoah par balle en Ukraine se réduit à un massacre unique, celui de Babi Yar. Et jusqu'à présent, on n'avait pas du tout réalisé, en tout cas dans le grand public, et même dans la conscience des historiens au sens large, à quel point en Ukraine nous avons, comme le montrent très bien les travaux du père Desbois, quasiment un massacre par village, et que l'amplitude du phénomène est absolument considérable. Et puis on avait une vision aussi un petit peu d'en haut, et là maintenant, depuis quelques années, les historiens commencent à se pencher vraiment sur le concret et le quotidien de ces massacres, comme le montraient d'ailleurs plusieurs colloques qui ont eu lieu ces derniers temps, et c'est un phénomène nouveau. Depuis un an ou deux, les colloques se succèdent sur cette question. Père Desbois, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Comme vous le dites, au début, c'était une recherche, plutôt une découverte personnelle. Mon grand-père. Il y avait une nécessité de faire quelque chose intérieur, presque ? Oui. Pourquoi ? Je crois que j'ai découvert ça le 31 décembre 90. Je préparais en fait pour des jeunes un pèlerinage qui devait rencontrer lors des JMJ le pape à Czestochowa. Et puis en marchant dans la nuit, tout simplement, il faisait très froid, je ne sais pas. Vous savez, l'inconscient Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout d'un coup, il m'est apparu clairement que la Shoah, mon grand-père, ma vocation, il y avait quelque chose que je devais éclairer. Donc je me suis mis à chercher, et c'est là que je me suis inscrit à des formations à Yad Vashem en Israël. C'est là où d'ailleurs j'ai rencontré le docteur Prasquier pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, que mon grand-père avait vu depuis son camp, lui qui était prisonnier de guerre. Père Desbois, qu'est-ce qui s'est passé alors dans ces villages d'Ukraine ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les nazis, village après village, arrivaient par groupe très tôt le matin, à 5 h du matin la plupart du temps, faisaient réquisitionner par le maire des enfants ukrainiens qui creusaient la fosse au bout du village, donc des fosses très profondes, de 8 mètres de fond, 6 mètres de fond, et puis d'autres, pendant ce même temps, à frapper aux portes ou casser les portes des familles juives et les convoquaient
dans le centre du village en leur disant qu'ils les emmenaient en Palestine. Et ces gens devaient se regrouper devant la mairie, devant l'église, devant le kolkhoz, et avec leurs affaires. Et puis petit à petit, ils étaient conduits jusqu'à la fosse où ils allaient être fusillés un par des commandos d'assassins qui les attendaient là-bas. Ça, c'était la découverte majeure au fil de vos travaux. Ce que j'ai découvert, c'est surtout que la première chose, c'est qu'on les tuait publiquement. Tout le monde pensait, et moi aussi, qu'on les tuait secrètement. Tout le monde pensait qu'on les tuait dans des forêts. Et j'ai découvert qu'on les tue surtout à un endroit où les Allemands ont peur d'être attaqués pendant la fusillade. Donc parfois, ils montent sur une colline, ils coupent tous les arbres et les buissons, et ils tuent les Juifs. Donc tout le village, en fait, voit l'assassinat des Juifs et qui ne peuvent pas ne pas voir puisque c'est sous leur fenêtre. Donc en fait, c'est un assassinat public et avec des réquisitions, effectivement, d'enfants ukrainiens, non pas pour tuer les Juifs, mais pour faire tous les menus travaux de la mort, comme j'ai dit. Mais on ne connaissait pas grand-chose sur ce que vous dites, les réquisitionnés. Non, les réquisitionnés, ça on ne connaissait pas. Ça on ne connaissait pas. Lorsque j'en ai parlé aux historiens, ils m'ont dit dans les archives, ils n'apparaissent pas, parce qu'en fait, les nazis, officiellement, étaient tenus au secret, n'avaient pas le droit d'employer de la main-d'œuvre et surtout de la laisser vivante après. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces réquisitionnés, concrètement? Ils faisaient tout. C'est-à-dire que les nazis qui arrivent finalement sont des assassins, mais non pas de main-d'œuvre. Donc ils vont chercher les Juifs dans les villages, les enfants avec les chariots. Ils les ramènent du village à la fosse. Ils creusent eux-mêmes les fosses le matin. On les fait asseoir pendant la fusillade. Et le soir, ils rebouchent les fosses alors que les Juifs ne sont que blessés. Donc ce qui est un des drames de cette Shoah, un drame terrible puisque les gens meurent par étouffement. Ils sélectionnent les vêtements. Quand les gens doivent se déshabiller, ils font des ballots de vêtements qu'ils ramènent sur les chariots au village. Ils arrachent les dents en or des gens avant qu'ils soient fusillés. Ils mettent dans des sacs et les nazis les ramènent. Ils ramassent les bijoux. Ils recousent les vêtements le soir à la Gestapo ou à l'école pour que ces vêtements puissent être emmenés en Allemagne, etc. Ils amènent de la chaux sur la fosse pour qu'elle soit asséchée après l'exécution. Enfin bref, je dirais c'est tous les métiers de la mort et de l'assassinat. Ce ne sont pas des assassins, mais en gros, on estime qu'il y avait environ 150 enfants ukrainiens pour la plus petite des fusillades. Combien en avez-vous rencontré au fil de vos voyages? Pour le moment, on a rencontré vraiment des gens présents aux exécutions, environ 700 personnes. 700 personnes qui ont été réquisitionnées et qui donc ont vu l'assassinat du début à la fin, c'est qu'ils voient aussi l'assassin. L'assassin qui, par exemple, à un moment, on avait eu un assassinat à Ravarouska où était mon grand-père, et il y avait plein d'enfants de 4-5 ans. Et je dis, mais pourquoi il y avait des enfants de 4-5 ans? Et ce n'est qu'au troisième témoignage qu'on nous dit, mais les assassins avaient mis sur leur table une énorme boîte avec des bonbons à la menthe. Et donc ils nous ont dit, on s'était mis un groupe derrière les buissons et on envoyait le plus petit, 4 ans, qui pendant toutes les fusillades demandait des bonbons. Et on dit on a mangé des bonbons à la menthe pendant toute la fusillade et c'est pour ça qu'on était présents. C'est terrible histoire parce qu'aussi on voit la vie ordinaire de l'assassin pendant que les victimes sont en train d'attendre nues devant les fosses. Alors justement, je vous propose d'écouter les témoignages de l'un de ces réquisitionnés, Samuel, que vous avez rencontré en Ukraine. On l'écoute. То ми так чули, якщо, каже, пуля вдарить, попаде чоловіка, значить вона глухо. А як не попаде, значить вона посвистала там, такого. А все одно, чи попав він, чи не попав, а вони падають туди. І якщо попало, значить або ранений, або вбитий, а ні, то так же, повністю не чепаний. Ну, а дітей ніхто не стріляв. Так, діти, як батьки падали, то і тягнули за собою ці дітей. Ну, то вони там було 3 ями викопаних, то 2 ями наклали повністю. Як вже їх там цих вже побили, то почали, значить, засипати. От, і нас заставили туди, загнали. Як я глянув туди, а там рука таку в цій ямі, як я подивився, там отак, то рука вийме, то не всі живі. Та всі живі. А як пішло таке, і той день вилав, і наверх, той день. В общем, таке робили, що стало. То мені зробилось погано, що то мене прийшов цей один поліцай знайомий, та мене вхватив і відкинув мене в сторону. То я тут лежав, сидів 3 часа, поки до пам'яті дійшов, після цього страшного цього такого відео. Alexandra Lavastine, jusqu'à présent, on recensait 3 catégories de personnes, les bourreaux, les victimes et les témoins. Maintenant, il y en a une 4e, ces réquisitionnés qui sont quoi? À la fois témoins, bourreaux, victimes? Précisément, je crois qu'il faut bien insister sur l'extrême nouveauté de cette catégorie découverte par le Père des Bois, puisque, comme vous le dites, jusqu'à présent, on raisonnait à l'intérieur d'une tripartition. Il y avait les bourreaux et leurs auxiliaires, les victimes et puis les témoins. Et voilà que le Père des Bois découvre cette 4e catégorie que sont justement les réquisitionnés, qui sont presque des témoins limites. Ce ne sont pas des auxiliaires. Une petite fille de 6 ans qu'on emploie au moment des tueries pour tasser les corps
de ses camarades de classe. Parfois, ce n'est pas la même chose qu'un auxiliaire de la milice ukrainienne. Et puis, il y a aussi cette dimension assez extraordinaire que vous soulignez très bien dans votre livre, c'est que ces témoins englobent en quelque sorte l'assassin et l'assassiné dans un même regard, ce qui rend parfois justement leur témoignage à la limite du supportable. Et le père Patrick Desbois dit aussi au début, je n'avais pas tout à fait conscience de cette catégorie, enfin vous l'avez découverte peu à peu, et que peut-être au début, je n'ai pas entendu ce que ces gens avaient à me dire, c'est-à-dire que vous dites très bien comment la trace de la réquisition surgit parfois dans un témoignage comme par effraction, une petite phrase. C'est ça, comme pour tester, vous dites si l'interlocuteur est bien capable de l'entendre et d'entendre la suite du récit. Et ça, c'est vraiment tout à fait révolutionnaire, je dirais, dans l'historiographie de la Shoah. Aucun historien à ce jour, et je voudrais bien insister là-dessus, ne s'était avisé qu'il existait ces réquisitionnés et ne s'était non plus avisé d'ailleurs d'aller sur le terrain pour les interroger. Et Richard Pasquier, vous ne connaissiez pas l'existence, vous non plus, de ces réquisitionnés? Oui, je voudrais peut-être reprendre ce problème de la nouveauté de la découverte de Patrick Desbois, parce que je voudrais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dessus. Les historiens sont parfaitement au courant des massacres qui ont eu lieu en Ukraine. Ces événements font partie de toutes les descriptions de la Shoah. On les retrouve aussi bien au musée d'Yad Vashem que dans le livre de Raoul Hilberg. Ça fait partie de ce qui est bien connu. Les Einsatz Kommando, dont on sait qu'ils ont travaillé, entre guillemets, non seulement en Ukraine, mais également en Biélorussie, mais également dans les pays baltes. Je vous rappelle qu'à la conférence de Wannsee, il est écrit qu'en Lituanie, la Lituanie est devenue un pays Judenrein. La conférence de Wannsee a lieu en décembre 41, c'est-à-dire une époque, elle est devenue Judenrein sans passage par les camps d'extermination. Donc ça a été bien le travail, toujours entre guillemets, effectué par les Einsatzkommando. Ça, on le savait. On le savait. On avait même des chiffres. Patrick Desbois a montré que ces chiffres étaient sous-estimés. Ce que je pense qui est vraiment très, très nouveau, d'abord, c'est qu'il nous a mis ça dans notre mémoire interne. Je veux dire que maintenant, on est obligé de réfléchir dessus. Jusque-là, c'était des chiffres. C'était des témoignages des assassins, c'est-à-dire les chefs des Einsatzkommando qui ont eu leur procès, c'est-à-dire des choses très extérieures. Mais ils parlaient des réquisitionnés, ces chefs, ou pas? Ils ont décrit, je ne sais pas, je n'ai pas le détail, je suppose, je l'ai réquisitionné, on viendra si vous voulez bien après, mais je crois que là, on est à quelque chose de tout à fait fondamental. Parce que cette histoire était connue, mais elle ne faisait pas partie de la mémoire interne, collective de la Shoah. Et il ne faut pas croire que le chiffre de 6 millions de juifs tués est une découverte de l'historiographie récente. Dans les années 1946, il y a eu des documents qui ont parlé de nombres plus grands encore, 8 millions, 9 millions. On ne savait pas. Le 6 millions est devenu le chiffre accepté par les historiens. Mais si vous imaginez que dans les années 48-49, certains admettent qu'il y a eu 8 millions ou 9 millions de juifs tués et que ça ne tient pas de place dans l'histoire de la guerre, que c'est, comme a dit l'autre, un détail de la Deuxième Guerre mondiale, là, vous devez vous poser une question. Comment se fait-il que la conscience humaine admette que ce phénomène-là, d'une ampleur absolument inouïe, finalement, on en parlait aussi peu. Je vous rappelle que Primo Levi n'est pas arrivé à faire publier son livre en 1946, et ainsi de suite, et qu'il a fallu des années et des années pour que la Shoah prenne la place centrale et qu'elle a pris à l'intérieur de notre mémoire collective. Et dans cette partie de la mémoire, c'est effectivement les camps d'extermination. Alors, en ce qui concerne l'Ukraine, on avait l'impression qu'il s'agissait de commandos qui allaient tuer des juifs dans les villages au moment où l'armée avançait à l'époque de l'opération Barbarousse, comme ça s'est passé à Kiev, à Babi Yar, comment en a parlé Madame Lavastine. Mais
ce que l'on n'avait pas réalisé, c'est qu'il s'était agi d'un phénomène beaucoup plus large que simplement le départ sur à la suite des troupes, que ça s'est étendu à l'ensemble de l'Ukraine, que ça a duré aussi longtemps et que ça a finalement inclus l'ensemble des populations ukrainiennes au vu et au su de tous. Et c'est là maintenant, comme il a interrogé les témoins, maintenant maintenant ça entre dans la mémoire. Et nous devons maintenant nous poser ces questions que nous nous posons maintenant sur les camps d'extermination par les témoins qui ont été, et ce que c'est que de voir, ce que c'est d'être le témoin, ce que c'est de participer plus ou moins à cette action. Père Desbois, alors précisément, comment est-ce que vous travaillez sur place? Comment recueillez-vous ces témoignages? Tout d'abord, avant d'aller en Ukraine, on travaille sur les archives soviétiques. Donc les archives soviétiques, qu'est-ce que c'est? C'est des petits jugements qui sont faits dans chaque village en 1944. Et qui jusqu'à maintenant on se demandait s'ils étaient véridiques, étant donné la propagande de l'Est. Et puis on travaille aussi sur les archives allemandes, c'est-à-dire de la justice allemande, qui ont jugé des personnes présumées coupables. Munis de ces deux sources de renseignements, on arrive dans le village, et dès qu'on entre, dans le village, on s'arrête, et ma traductrice sort dès qu'on voit une personne âgée, et lui pose cette question, est-ce que vous étiez là pendant la guerre? Votre habit de prêtre vous aide? Oui, ça m'aide. Ça m'aide dans le sens où les gens veulent être certains que je ne suis pas du KGB. Ça vous paraît bizarre, évidemment, mais ce qui aide, c'est cela. C'est-à-dire qu'ils se disent, il n'est pas de Russie, il est de France, et en plus son grand-père était dans un camp de prisonniers soviétiques, donc ce n'est pas le KGB. Car ils ont toujours peur, en fait, d'être déportés. Comment vérifiez-vous la concordance entre les archives et la parole? D'abord, on croise les témoins, c'est-à-dire une fois qu'un témoin semble cohérent, on reconstruit avec lui le crime, on lui demande où est-ce que la voiture des Allemands s'était arrêtée, est-ce qu'ils sont sortis avec des chiens, sans chiens, est-ce qu'il y avait des gens avec des chevaux, comment ils parlaient, quelle langue, et quand ils nous disent, par exemple, ils parlaient russe, on disait c'était des Russes, il y avait un traducteur qui traduisait comment ils ont barré cette route, et on reconstitue le crime tout doucement. Et si le témoignage n'est pas cohérent, on le confronte à d'autres témoins, sur le site même de l'assassinat. Et parfois, un village, par exemple, qui s'appelle Mizoch, où on n'a rien trouvé de cohérent en juillet, donc j'y retourne en décembre. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais un village sans retourner, parfois 3 fois, jusqu'à ce qu'on trouve ce qui s'est passé. On ne lâche pas le morceau, je dirais. Tout le monde accepte de parler, j'imagine que c'est pas évident de faire parler ces gens qui n'ont jamais parlé de ça. On les fait pas parler, hein, on n'est pas la Gestapo. Hein. Donc les gens veulent parler. Les gens veulent parler. Au contraire, les gens sont des gens tout simples, qui portaient ça depuis longtemps et qui nous demandent toujours pourquoi vous venez si tard. Les gens veulent parler. Parfois, on interviewe une dame et mon équipe me dit « Oh là là, il faut aller vite parce qu'il y a 6 autres témoins qui sont assis sur une chaise dehors qui attendent. » Alors ils se mettent sur des petits tabourets sur le trottoir et ils attendent. Au contraire, ils veulent déposer. Vous savez, il y a le sens de déposer à la barre de l'histoire. Dans quel état d'esprit vous-même, Père, êtes-vous face à ces personnes-là? Tout d'abord, j'essaye d'avoir une seule question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas là pour les juger, je suis là pour comprendre ce qui s'est passé. Très souvent, après l'entretien, certains nous invitent à manger, certains rarement demandent une prière parce que beaucoup sont de formation soviétique. Et lorsqu'on dit que je suis prêtre, il faut que vous compreniez que certains me regardent, ils ne savent même plus ce que c'est, car depuis 1918, il n'y a pas plus de religion catholique qui est tolérée qu'orthodoxe que juive. Hein. Donc, mais je dirais, pas juger, être là simplement pour comprendre ce qui se passe. Beaucoup aussi ont été introduits par un prêtre, puisqu'on trouve beaucoup d'adresses par les curés catholiques, gréco-catholiques ou orthodoxes. Donc ils se sentent, je dirais, de toute façon, en confiance. Vous dites dans votre livre, si nous entrons dans l'effroi, nous donnons au Troisième Reich une victoire supplémentaire. Vous arrivez à vous protéger en quelque sorte? Pour moi, c'est très fort. C'est-à-dire que si, lorsque l'on rencontre un témoin, on est effrayé alors que Hitler est mort, que le Reich est tombé, on donne au Reich, 60 ans après, et donc aux génocideurs en général, une victoire supplémentaire. Donc c'est vrai que je me bagarre beaucoup avec moi-même, mais aussi mon équipe, afin de rester calme, car quand on veut savoir la vérité, on est prêt à aller loin. Au début, j'étais pas du tout habitué, j'avais jamais entendu de récit horrible, ce qui fait que la première fois, j'étais là j'ai arrêté plusieurs interviews parfois en disant ça va, on s'arrête là. Et j'ai compris que soit j'avançais, soit j'arrêtais le travail. Vous avez évolué au fil du temps. Oui, j'ai avancé, j'ai travaillé sur moi-même et aussi beaucoup travaillé au niveau historique, relire beaucoup d'archives afin d'avoir, je dirais, une vision claire de ce qui a pu se passer. Pour avoir des questions, je dirais, qui soient claires, car si on sait qu'il y a eu 5000 personnes tuées ou 50, évidemment, le questionnement n'est pas du tout le même. Il n'y a pas des doutes parfois quand on est confronté à une horreur pareille, notamment d'un point de vue spirituel, des doutes sur pourquoi Dieu a laissé faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des questions? Vous allez être surpris, mais je ne me suis jamais posé cette question.
Je suis d'une famille de résistants et de gens tout simples. Moi, je suis d'un milieu très simple. Ma grand-mère abritait des résistants pendant toute la guerre. Les Allemands sont venus souvent. On a été mêlés à beaucoup d'horreurs. Et j'ai vu des gens très croyants. Au contraire, pour nous, être croyants, c'est se battre contre l'horreur. Aucune théorie, mais du combat. J'ai vu que des gens dans ma famille, moi, qui vont se battre pour aider une voisine, pour aider un voisin, pour se battre contre une injustice. Donc je dirais, on n'est pas une famille à théorie, on est une famille, je dirais, qui a une attitude éthique très déterminée. Et je crois que je le tiens à beaucoup de ma famille. Alors, et ces réquisitionnés eux-mêmes, dans quel état d'esprit se sentent-ils ? Est-ce qu'ils se sentent coupables, innocents? Est-ce qu'ils arrivent à se situer? Je n'ai pas non plus cette question. Ce que je sais, c'est qu'ils sont contents de parler, que c'est difficile. Je vois une dame dont on avait réquisitionné la maison pour mettre des pelles, parce que l'assassinat c'était plusieurs jours, donc les nazis mettaient des pelles la nuit, les reprenaient le matin pour recreuser d'autres fosses, pour refusiller d'autres personnes. Elle avait vu des pendaisons, elle avait vu beaucoup d'horreurs. Elle s'est reprise à 3 fois. Elle disait chaque fois, je vais reprendre des pilules pour le cœur, donnez-moi une demi-heure, il faut que je me reprenne. Donc on a affaire quand même à des gens âgés, fatigués. Et une autre dame qui avait un cancer, qui était en fin de vie, sa nièce la portait dans les bras, elle a dit je veux parler avant de partir. Beaucoup de gens au contraire sont contents, je dirais, que ça se sache à l'Ouest, ce qui s'est passé dans leur petit village et qu'ils ont dans leur mémoire alors qu'ils sont, je dirais, aux limites de l'indigence financière. Alors justement, on va écouter une villageoise ukrainienne. En 1941, Anna était encore jeune mariée. Elle a été témoin de tueries sans pouvoir rien faire. Aujourd'hui encore, elle évoque cette impuissance. Все знаю. Je connais tout. Бо при очах розстрілювали. Parce qu'on les fusillait devant les yeux. On les amenait comment? Як їх привозили сюди? Привозили. Там криниця була на Балці. І вони, поліцаї вели їх, а ми корови доїли. Ну, а діточки хочуть їсти, а ми хочемо дати там молочка їм чи що. А як побачать, що ми дамо, то нас б'ють тоді, розумієте? Б'ють. А тут була жінка одна за поліцаєм. І йшли з каструльками, з коробками водичку брати до криниці. А поліцаї били. Ми кусочок хліба виносили, давали, бо дітей шкода. Хоч вони євреї, а все одно шкода дітей. Як дамо, поліцай побачить, то нас б'є. А я його тоді думаю, ну наш же ж поліцай, свій же ж поліцай. А я його відром. А він прийшов та сина мого бив. А в мене фенар у руці, я ще ж сила була в мене. А я його тоді фенаром. Сильно змущались, а в мене був штаб німецький. Ну що кажуть, то я й робила, бо штаб був же ж. Вони такі сильно, звініть до вираження, вошиві були. Я таку велику каструлю запару, а вони приведуть корову. Тут того сусіда взяли, того сусіда. Я не винувата, що вони приведуть і ріжуть корови. Я їм навару, я їм напечу і все чисто. Terrible témoignage de cette femme qui veut à la fois aider les juifs et en même temps ne peut pas. Et en plus, elle doit loger les bourreaux chez elle. Oui. Oui, elle a 91 ans, je ne sais pas si elle est encore en vie. Elle était allongée sur son lit, elle s'est réhabillée pour nous parler. Et il lui a fallu beaucoup de temps. Au début, la première demi-heure, elle dit « J'ai vu, ils ont tué 50 à 70 juifs. » Et moi, je savais qu'ils en avaient tué 8000. Donc, je ne disais rien, je ne lui ai pas dit « Ce n'est pas vrai, etc. » Et puis, tout d'un coup, elle s'est mise à raconter. Il y a beaucoup de personnes comme cette femme qui ont eu un peu ce double rôle, à la fois d'essayer de résister et puis en même temps de subir. Il faut savoir ce que ça veut dire résister. Elle était toute seule, son mari n'était pas là pendant la guerre, et quand elle parle de résister, elle parle de taper sur un policier avec un seau. Il faut voir dans quel monde on est. Et son fils aussi a refusé d'arracher les dents, et donc ils l'ont battu, il avait le dos tout rouge. C'est elle qui nous a appris qu'on arrachait les dents des gens. Donc je dirais résister, mais comme une femme simple au bout d'une ferme. Derrière chez elle, on a tué 8000 personnes qu'on amenait jour après jour. Donc vous imaginez la capacité de résistance qu'elle avait. Et en même temps, effectivement, sa maison était réquisitionnée par les Allemands. Et donc elle a dû cuisiner, elle a vécu dans son écurie pendant 2 ans dans la guerre où elle a cuisiné pour eux.
On se demande aussi comment elle a pu vivre dans ce silence pendant plus de 60 ans. Vous savez, le silence en Union soviétique, ils savaient ce que c'était. Hein. Personne ne leur avait jamais rien demandé jusqu'à présent. C'était impossible dans l'Ancien Régime. Dans l'Ancien Régime, on ne pouvait pas aller comme ça dans les fermes les unes après les autres et faire des interviews. C'était impensable. Et aussi, on n'avait pas accès aux archives telles qu'elles sont maintenant. L'État d'Ukraine, la Russie, l'Allemagne ouvrent leurs archives. Alexandra Lavastine, alors justement, après l'effondrement du régime soviétique, finalement, l'Est entame ce travail de mémoire 60 ans après nous? Oui, et puis en plus c'est une double mémoire. Il leur faut à la fois gérer, si j'ose dire, la mémoire du nazisme et puis aussi la mémoire du stalinisme et du communisme. Donc ça fait quand même 2 totalitarismes à gérer simultanément. Ça fait beaucoup. C'est un processus lent. Le communisme est tombé il y a à peu près presque 20 ans maintenant et les historiens n'en sont quand même souvent la BAC à leur début. C'est moins vrai, bon c'est le cas en Ukraine, c'est moins vrai dans le cas de la Pologne où de très nombreux historiens travaillent depuis plus longtemps, mais il est vrai que l'ouverture des archives récentes a joué un rôle tout à fait capital. Je voudrais aussi insister peut-être sur un point lié au travail du père Patrick Desbois, c'est la méthode tout de même, et le recoupement des preuves par les témoignages sur le terrain, avec recoupement avec les documents d'archives en amont et en aval, parce que si ça ne colle pas, on retourne aux archives et puis on retourne sur le terrain, donc il y a une très grande rigueur dans ce travail, et puis aussi les preuves, le recueil des preuves matérielles, des preuves balistiques, des preuves archéologiques. Vous travaillez avec une équipe, hein, effectivement. Oui, en équipe, il y a aussi un chercheur en balistique et la question des preuves est essentielle puisque, je dirais, il y a des gens qui discutent en disant qu'il n'y a pas de preuves de ces génocides. Ici, il y a toutes les preuves. Il y a les corps, il y a les douilles, il y a les archives, il y a les témoins. On ne peut pas discuter. Ça veut dire que vous revoyez les scènes quand vous travaillez sur le terrain? Oui. On revoit les scènes et soit on les revisionne le soir, il y a quelqu'un qui décrypte le soir, soit au retour on revisionne et là parfois on entend une chose qu'on n'a pas entendue. Par exemple, l'un a dit que son frère avait tué les Juifs parce qu'il devait les garder et ça n'a pas été traduit sur le fait. Donc quand on revient, on dit « Ouh là là, il y a un fait essentiel », on va revenir dans cette famille. Alors parlez-nous un peu de cette équipe, comment l'avez-vous constituée? C'est une équipe hétéroclite qui s'est rencontrée au fil des événements. L'une est historienne de l'art, un autre est spécialiste en balistique, un autre est jeune Ukrainien vivant en Allemagne. Je les ai rencontrés, je dirais, au fur et à mesure de la vie. On a choisi des gens qui ont une éthique envers les vivants et envers les morts. Ce sont des professionnels. Oui, ce sont des professionnels. Je ne peux pas faire autrement. On le doit aux morts. Si on n'est pas professionnel, il ne faut pas faire cela. Alexandra Lavastine, qu'apportent ces travaux dans la compréhension de la Shoah? Écoutez, ils nous permettent déjà... là, je reprendrai peut-être une très belle phrase de Aaron Appelfeld, l'écrivain, qui était d'ailleurs déporté en Ukraine, et qui dit « La tragédie de la Shoah s'incarne entre autres par l'impossibilité d'en saisir l'énormité. » Et ce qu'apporte le travail de Patrick Desbois, c'est justement la possibilité d'en saisir, comment dire, le détail, c'est-à-dire village par village, massacre par massacre. Bon, les méthodes étaient toujours plus ou moins les mêmes, mais en même temps, chaque massacre se déroule d'une manière singulière. Chaque village est un monde en lui-même, c'est-à-dire on comprend aussi comment la chose s'inscrit dans ce paysage qui est un paysage rural, ce sont des villages, très concrètement comment les choses se passent presque heure par heure. Et jusqu'à présent, on en avait une idée très floue. Et puis, il y a aussi cet aspect qui constitue une sorte de trou noir encore dans l'historiographie de la Shoah pour une part, et du point de vue, comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Prasquier, de la mémoire collective, c'est la Transnistrie. Alors ce mot désigne en fait une bande du territoire ukrainien, qui est aujourd'hui à nouveau ukrainien, mais qui à l'époque était sous administration roumaine, et puisque, comme vous le savez, la Roumanie était le principal allié du Reich à l'est de l'Europe. Donc c'est une province assez importante, qui était en quelque sorte la poubelle ethnique de la Roumanie, où les Roumains déportaient leurs Juifs et massacraient sur place, y compris des Juifs ukrainiens locaux. Et il y a eu là notamment plusieurs massacres de très grande ampleur qu'on connaît extrêmement mal, et j'en parle parce que cette partie du territoire roumain de l'époque fait partie de l'Ukraine que sillonne le père Desbois, et on a notamment le cas du massacre de Bogdanovka. Tout le monde a plus ou moins entendu parler de Babi Yar. Vous dites à quelqu'un Bogdanovka, personne n'est au courant. Or à Bogdanovka, entre décembre 41 et janvier 42, plus de 48 000 personnes ont été
tués, massacrés par fusillade. Et là, il y a aussi quelque chose on n'a pas les représentations pour penser ça, et le Père des Bois nous aide à le découvrir. C'est-à-dire que nous avons des petits villages, et puis à côté de ces villages, des kolkhozes avec des étables à cochons, donc des porcheries, mais ces très longs bâtiments qu'on voit dans les kolkhozes là-bas. Alors on a par exemple 20, 30, 40 bâtiments où sont enfermés, entassés 50 000 personnes. On a retrouvé ces bâtiments. Voilà. Un paysan a racheté l'un des bâtiments récemment, il l'a retrouvé tel quel, il a retrouvé beaucoup d'objets juifs dans le sol, d'objets des familles. Je veux dire, il faut comprendre que c'est comme si on revenait quelques jours après, car l'Union soviétique a glacé le temps. Richard Prasquier, ce travail montre l'exemple aux historiens notamment. Écoutez, je crois que les historiens font leur travail, ont fait leur travail, le font très bien. Je crois que ce travail est très important. C'est une pierre de plus. C'est un travail qui est fondé sur les témoignages et sur la recherche sur les lieux. C'est un travail d'historien qui est reconnu actuellement par les historiens. Un travail très important. Laissez-moi encore, justement, sur la façon dont ce travail a été fait, je crois que nous devons aussi faire très attention à ce que, comme tout travail de témoignage et tout travail d'historien, je ne suis pas historien, donc je le dis de façon, je le dis de façon très ingénue. Je pense que ce n'est pas lorsque le Père des Bois va dans un village et qu'il parle à un certain nombre de survivants, ce n'est pas n'importe qui avec qui il va parler. Les personnes avec qui il va parler, ce ne sont pas, comme disent les statisticiens, un échantillonnage neutre de la population. C'est un échantillonnage biaisé. Ce sont des personnes qui veulent parler. Il y a de temps en temps des villages où on ne parle pas, où certaines personnes ne parlent pas. Et les personnes qui ne parlent pas ne sont pas forcément les mêmes que celles qui parlent. Et elles auraient peut-être des choses à dire qu'elles n'ont pas envie de dire. Il s'est passé dans le comportement des individus toutes les nuances. Il y a eu ces personnes dont vous avez parlé, les réquisitionnés. Je ne suis pas sûr, je pense que c'est quelque chose d'important, mais pour moi, ces réquisitionnés me font immédiatement penser à ce que Primo Levi a décrit sous forme de zone grise, n'est-ce pas? Dans son livre extraordinaire, le dernier de ses livres sur les naufragés et les rescapés. La zone grise. Cette zone grise, elle inclut beaucoup de monde, et elle inclut notamment ceux des Juifs qui ont été obligés d'être les représentants des nazis, notamment dans les Judenrat. Un sujet qui est très, très, très connu. Mais il y a également tous ceux qui refusent de parler. Il y a eu, en Ukraine, c'est une situation très compliquée. Il y a eu des gens qui ont travaillé avec les nazis. Jamais une famille de policiers ukrainiens qui a tué des juifs ne nous a parlé, car ces policiers sont condamnés à mort par l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des endroits où il n'y a que des Ukrainiens qui tirent. Donc il faut prendre cela en considération. En lisant le livre, il faut se rendre compte de tout ce qu'il y a autour et qui ne fait pas partie du livre. Et puis il y a une dernière chose à laquelle il faut, je crois, donner une considération importante. Ce livre, il s'appuie sur des rencontres avec des survivants, avec des témoins, pardon. Ce sont des gens qui ont eu des vies terribles, pendant la guerre, après la guerre, le régime soviétique, etc. Des gens qui vivent dans des conditions misérables. Mais je crois qu'il ne faut pas totalement focaliser notre regard sur eux et oublier le principal, c'est-à-dire ce 1 500 000, 600 000, 800 000, 1 800 000 personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants. Il faut essayer d'imaginer leurs dernières heures en sachant qu'ils allaient être exécutés, quand ils étaient nus dans ces champs, lorsque leurs parents, leurs amis se faisaient fusiller, qu'eux attendaient de descendre, de descendre et de voir leur corps tomber sur ceux de leurs amis et de leurs parents. Cette situation absolument épouvantable. Je crois qu'il faut absolument que nous accordions notre mémoire, que nous essayons de nous représenter ce que ça a été que d'être victime, Parce que si nous oublions ça, c'est une réaction de défense. On parle avec des témoins, nous sommes
quand même dans notre monde. Mais il ne faut pas oublier les victimes. Et là, on entre dans une espèce de gouffre. Tout comme on entre dans une espèce de gouffre quand on pense aux bourreaux. Mais si on ne pense pas à eux, je crois qu'on perd ce qui est cet extraordinaire gouffre qu'a été la Shoah. Et les témoins ne parlent pas pour qu'on parle d'eux-mêmes. Ils parlent pour qu'on se souvienne de leurs copains, de leurs copines David, Anna, Tania, Itzrik, Zik, qu'un voisin d'origine allemande a tué à 4 reprises et que le petit enfant se sauve parce qu'il voit qu'on est en train de tuer sa mère. Des scènes épouvantables. Vous avez rencontré des rescapés ? On a rencontré une femme qui s'appelle Nina, on a rencontré plusieurs, mais celle dont je me souviens le plus, qui est sortie vivante de la fosse. Elle était demi-juive, comme on disait à la période, et sa maman avait tout fait pour la cacher, et malheureusement, elle a été reconnue par un policier ukrainien, il a appelé les camions, le camion est venu, c'était juste la fin de la guerre, et ils l'ont emmenée dans un camion, comme elle dit, on m'a jeté dans un camion, et puis elle a été déshabillée, au bord d'une grande fosse, on avait déjà tué environ 10 000 personnes, et la dame qui était à côté, une dame juive, a été tuée et l'a entraînée dans sa chute. Et donc elle a pris un malaise au fond de la fosse et elle est remontée, comme elle disait, en s'accrochant aux racines. Pendant tout le témoignage, elle n'arrête pas de montrer ses doigts. Elle dit, voyez Patrick, j'ai toujours pas de bons ongles. Elle dit, je me suis accrochée aux racines. Et par chance, elle est allée chez des voisins de la fosse, entre guillemets, qui l'ont pas dénoncée, qui l'ont réhabillée, tout cela, nettoyé, et qui l'ont emmenée dans une brouette à son grand-père, qui l'a cachée jusqu'à la fin de la guerre. Mais je lui demande, et votre maman ? Et votre maman ? Elle m'a dit, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Père, toute cette démarche, c'est une façon aussi de libérer la parole de ces gens ? Non. C'est une façon de savoir ce qui s'est passé et où sont les morts et où sont ce 1 500 000 juifs d'Ukraine qui sont enterrés dans les forêts, dans les jardins publics. Vous savez, c'est comme si on vous disait, au Luxembourg, 50 000 morts. Devant la Madeleine, 10 000 morts. Derrière Notre-Dame, 5 000 morts. C'est comme ça là-bas. Donc vous imaginez ce que ça ferait ? On ne peut pas construire une Europe moderne sur les victimes juives d'un génocide dont on parle beaucoup et dont les victimes ne sont pas enterrées. Donc vous imaginez ce que ça fait. Donc sinon, on justifie n'importe quel autre génocide. Cette dimension européenne, importante. Oui, justement, il y a un très beau passage, je trouve, dans votre livre où vous parlez de cette impossibilité de laisser bâtir le continent européen précisément sur l'oubli des victimes. Et la victime est évidemment au centre du travail du Père des Bois. Les témoins sont en quelque sorte un moyen précisément pour se faire une représentation de ce que furent les derniers moments de ces gens, comme vous le disiez, Monsieur Prasquier. Or, vous le dites aussi, quand on va en Ukraine, les SS ont des cimetières tout à fait convenables, des tombes bien entretenues, les Allemands aussi. Les Allemands en ce moment sont réenterrés dans des grands cimetières avec des murs, des noms par division, ce que je trouve bien. Pourquoi pas? Tout homme a droit à une tombe. Mais il y a beaucoup d'argent qui est mis par des amicales allemandes pour réenterrer les Allemands. Les Russes sont enterrés comme ils ont pu, les Français une plaque, et les Juifs rien du tout. C'est vrai. Rien du tout. Et 1 500 000 Juifs pas enterrés dans toute l'Ukraine et cachés dans les forêts. Donc vous imaginez ce que ça pose. Les autorités ukrainiennes ont conscience du phénomène ou... Oui, mais elles se réveillent d'une situation difficile, elles ont appareil à beaucoup de choses, les routes ne sont pas reconstruites, etc. Et je dirais on n'a pas du tout d'empêchement de la part de l'Ukraine. Et les gens trouvent même normal, c'est pour ça que les curés nous aident, que les maires nous aident, que les institutrices nous aident. Mais néanmoins, ils ne sont pas enterrés. Concrètement, quand vous vous rendez sur ces sites, devant ces fosses, comment sont-elles? Elles sont fermées aujourd'hui? Elles ont été laissées à l'ouest, 80% des fosses sont ouvertes aujourd'hui par des voleurs qui viennent la nuit avec des excavatrices ou bien qui mettent une toile de tente et qui rouvrent toutes les fosses pour arracher les mâchoires. Donc on trouve des tas de squelettes sans mâchoires parce qu'ils recherchent leur dentaire. Vous imaginez le spectacle. On est vraiment loin d'être simplement dans un exercice de mémoire pour savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en ce moment, on redéterre les victimes du génocide pour trouver leur dentaire ou bien les bijoux que les femmes auraient jetés juste avant d'être exécutées pour pas que les Allemands les aient. Donc il y a aussi, c'est un devoir tout simplement de dignité. Et je dirais, si on a été tant encouragé par le cardinal Lustiger qui disait, bon, la vérité de la Shoah réside dans la conscience des pauvres à l'Est, mais c'est aussi avec le sentiment d'urgence qu'il y a vis-à-vis de ces gens. Et c'est pour ça aussi, je dirais, que les rabbins de leur part, des courants les plus orthodoxes, soutiennent aussi nos travaux, car je dis que c'est aussi un devoir humain et un devoir religieux. Si on ne fait ça, où va l'Europe? Devoir religieux, Richard Prasquier, le travail du Père des Bois, en quoi est-ce qu'il peut contribuer au dialogue judéo-chrétien? Écoutez, la vie entière du Père des Bois s'inscrit dans ce dialogue judéo-chrétien et ce travail extraordinaire, c'est avant tout un témoignage d'affection
pour le peuple juif, parce que, comme l'a dit le Père des Bois, c'est pour les victimes qu'il fait ce travail. Ah oui. Ça n'est pas pour les témoins. Ça n'est pas pour les témoins. Je ne suis pas là pour confesser l'Ukraine. Je suis là vraiment pour savoir où sont les morts. Vous savez, petit enfant qui a été tué à 4 ans et qui est toujours pas enterré et qu'on déterre pour trouver s'il n'a pas une bague. Donc il est évident que c'est un travail magnifique qui a été reconnu, qui a été reconnu par les Juifs du monde entier. Les articles sur le Père des Bois dans la presse juive, dans la presse israélienne sont innombrables. Et je voudrais insister peut-être plus particulièrement sur cette démarche extraordinaire qui a été la sienne lorsqu'il s'est agi d'ouvrir une fosse, les précautions extraordinaires qu'il a prises, parce que la tradition juive est une tradition de non-mobilisation des squelettes. Vous le savez, les fouilles qu'il y a près du temple à Jérusalem même, dans les endroits où il y a eu des cimetières, sont des fouilles qui souvent soulèvent l'indignation des orthodoxes. Le Père des Bois a été consulté les plus grandes autorités orthodoxes juives pour savoir comment il fallait ouvrir ces fosses. Et il a pris toutes les précautions nécessaires, se faisant accompagner d'un rabbin lorsqu'il a ouvert ces fosses. Donc il y a là un travail, une délicatesse vis-à-vis de la tradition, de la mémoire juive, qui est tout à fait admirable et sur laquelle je voudrais insister particulièrement. C'est également pour le Plus Jamais Ça que vous œuvrez, Père des Bois? Oui, non, parce qu'il malheureusement, il y a eu déjà encore ça. Il y a eu d'autres génocides, on le sait très bien. Il y a eu le Rwanda, on sait très bien qu'il y avait eu l'Arménie avant. Il ne faut jamais oublier qu'Hitler disait « Qui se souvient de l'Arménie ? Qui se souvient de l'Arménie ?» Lui croyait au génocide arménien. Et je dirais, il y a eu d'autres génocides. Et en ce moment, en plus, je dirais, quand j'ai vu cette réunion de négationnistes à Téhéran, où des gens du monde entier sont invités à prendre l'avion pour exposer que ça n'existe pas, alors qu'on retrouve les corps, les voisins, les balles, les archives. Donc je dirais, vous voyez bien ce que cela peut mettre dans les têtes, de dire, les gens ne disent pas que ça n'a pas existé, mais ils disent, oh peut-être les Juifs ont un peu exagéré, hein, peut-être c'était pas si difficile que cela. Eh bien si c'était si difficile que cela, on a poussé femmes, enfants et vieillards dans des fosses de 8 mètres de fond qui ont agonisé pendant 3 jours. Mais alors quel message d'espérance porter, s'il y en a un? Vous savez, je suis une famille de résistants. Les résistants, c'était une part d'espérance parce qu'ils se battaient. Donc je dirais, l'espérance, elle vivra s'il y a des gens qui la portent. S'il y a des gens qui se battent contre ces gens-là, et aussi savoir que le génocide fait partie de l'humanité, est un risque permanent. Donc il faut éduquer, je dirais, les nouvelles générations à savoir que génocide des Juifs il y eut, génocide des Tziganes il y eut, autre génocide il y eut, car si ce n'est pas le tsunami, un génocide. C'est des hommes qui tout d'un coup décident de tuer une portion de l'humanité. Et si on n'éduque pas la jeunesse à cela, on prépare le lendemain des manques d'espérance parce qu'il n'y aura pas de veilleurs. Pas de veilleurs, Richard Prasquet? J'adhère totalement aux paroles qui viennent d'être dites par le Père des Bois. Le Plus Jamais Ça, c'est une phrase obscène. Obscène, je vous le dis. J'ai été l'année dernière au Rwanda. J'ai vu ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a des équivalents du babillard au Rwanda. 35 000 morts. Ça s'est fait à la machette. Mais à la machette, on peut tuer beaucoup de monde. Ou à l'arme légère, on peut tuer beaucoup de monde. Donc, il y a eu l'équivalent de ces massacres là-bas. Mais, comme l'a dit le Père des Bois, c'est une question de résistance, c'est une question de volonté, et c'est aussi cette lucidité, pessimiste, mais lucidité, qui nous fait comprendre que le génocide, c'est une potentialité de l'histoire humaine. Ça n'est pas une anomalie qui vient de l'extérieur, quelques fous qui ont imposé à une population, ne sachant pas ce qu'elle faisait, ces crimes et ces massacres. Non, c'est une très grande partie de la population qui a contribué à cela, des hommes normaux qui sont devenus les agents du génocide. Le génocide est une potentialité de l'espèce humaine. Contre ça, il faut lutter. Et ça n'est pas une histoire du passé, c'est quelque chose qui est dans le présent et dans le futur. Et c'est pour ça que les leçons que nous devons tirer de ce qui s'est passé à ce moment-là et dans ces lieux-là, ce sont des leçons pour l'avenir.
Et ce sont des leçons d'enseignement pour les jeunes et pour les moins jeunes, de façon qu'on puisse éventuellement espérer qu'il n'y ait plus jamais ça, mais il ne s'agit pas uniquement de répéter ce qui s'est passé, il s'agit avant tout de réfléchir à la pédagogie pour que cela ne se passe plus, c'est-à-dire de faire modifier les comportements pour que cela ne puisse pas avoir lieu. Et cela nous permettra, parce qu'il y a eu aussi les justes, de garder un petit peu d'espoir dans l'espèce humaine. Alexandra Lavastine, on n'aura finalement jamais fini de découvrir de nouvelles choses sur l'histoire de la Shoah? Écoutez, non, je crois que c'est un champ tout à fait de recherche tout à fait considérable et on n'en a pas fini, évidemment, avec cette histoire-là. Je pense qu'on n'en aura jamais fini non plus avec ce que vous appelez cette énigme de la non-reconnaissance de l'homme par l'homme, cette énigme, dites-vous, qui vous a toujours habité et qui reste effectivement énigmatique, mais encore faut-il s'y confronter d'une manière constante. Et puis je crois aussi qu'il y a ce côté à la fois évidemment tourné vers le passé, la dette due des vivants, due aux victimes, due aux morts, et puis ce mouvement vers l'avenir, car tout de même cette mémoire-là est l'un des ciments de l'identité européenne. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, l'Europe s'est réunifiée en 2004, c'est quelque chose qui nous est commun, d'est en ouest. À l'ouest, le travail de mémoire a commencé plus tôt. À l'est, il est beaucoup plus récent. Et il y a tout de même encore, dans un certain nombre de ces pays, cette tendance à considérer qu'après tout, ça ne les concerne pas tellement. C'est-à-dire que ça appartient à l'histoire des Juifs, c'est leur affaire. Et ils ont du mal un peu à l'intégrer à l'histoire ukrainienne, à l'histoire roumaine, à l'histoire nationale, et en assumer vraiment toutes les responsabilités. Alors le processus est lent, c'est normal, mais je crois que c'est aussi très important pour ça et que l'Europe ne se fera pas si on ne la construit pas sur cette mémoire commune-là. Dans ces pays-là, il y a une impulsion de la part des autorités pour reconstruire cette mémoire? Il y a beaucoup d'efforts de fait, mais encore faut-il que la société suive. La mémoire, c'est toujours un processus long et complexe, c'est-à-dire qu'on ne manipule pas la mémoire d'une société. Les autorités peuvent faire un certain nombre d'efforts, notamment au niveau de la pédagogie, de l'enseignement, de tout ce qui relève, on pourrait dire, des politiques publiques de la mémoire, mais ensuite, il faut que ça passe dans la conscience commune, et puis ce sont des pays qui sortent de plus d'un demi-siècle de communisme, qui considèrent que même ont beaucoup souffert et qui n'ont pas forcément envie de s'intéresser à cette souffrance-là qui a immédiatement précédé le communisme, et c'est effectivement un problème. Pour vous, Père Desbois, alors cette quête se poursuit en Ukraine combien de temps? Si Dieu veut, il y a encore minimum 3 années, car j'estime à 2500 sites d'exécution. Maintenant, nous allons plus vite, car notre méthode est meilleure, je dirais. On a retrouvé déjà 700 sites de fusillade, et il en reste, donc, vous voyez la différence. Donc nous irons, c'est une course contre le temps aussi, parce que les témoins sont âgés et vont disparaître les uns après les autres. Et, donc, et puis derrière, il y a d'autres pays. C'est un continent d'extermination, en fait. Vous allez poursuivre au-delà de l'Ukraine? Si Dieu veut, oui. Père Desbois, votre livre a fait écho à un autre livre que j'ai lu il y a quelques mois d'une manière, bon, c'est pas du tout le même type de livre, c'est un roman. Il s'agit du prix Goncourt Les Bienveillantes. Est-ce que vous avez lu ce livre et est-ce que vous vous retrouvez dans ce livre, dans ce que vous avez vu sur place en Ukraine? Moi, je m'y retrouve pas moi-même, mais le livre, d'abord, est excellemment bien écrit, excellemment documenté, puisqu'à mon avis, il a tout lu, des articles américains et allemands qui sont parus entre les années 50 et 80, parce que j'ai retrouvé les mêmes articles que j'ai lus. Par contre, la seule chose qui m'a été difficile, vraiment très difficile, c'est cette image d'un genre de nazi universel qui est présent de l'Est en Ouest, des Einsatzgruppen au bunker de Hitler. Le nazi universel n'existe pas. Et l'autre chose qui m'a beaucoup gêné, c'est la façon dont les assassinats sont décrits, de façon très obscène. J'ai jamais vu, par exemple, il décrit l'assassinat d'un juif qu'on tue, et il y a de l'eau dans la fosse, et il raconte comment sa mâchoire s'en va, enfin des choses que même les témoins les plus rustres, entre guillemets, n'ont jamais, en Ukraine, décrit un assassinat de leur voisin comme ça. Et je ne me vois pas décrire un assassinat comme ça. Est-ce qu'il y a un risque aussi dans ce genre de livre? Bon, c'est un roman, on ne sait plus trop, roman, histoire, réalité. C'est un roman historique. Par contre, en positif, cela a permis de révéler
ce qui s'est passé à l'Est. Et beaucoup de gens m'ont dit, j'ai compris ce qui s'est passé à l'Est suite à cet ouvrage. Donc en ce sens-là, il a rendu un service. Mais le risque, c'est qu'on se promène dans une fiction, dans la tête d'un nazi sur des centaines de pages. Je dirais, on peut en sortir indemne. On peut aussi ne pas en sortir indemne. J'aimerais pas qu'il y ait le même livre sur maintenant Pol Pot, et puis un gars du Rwanda, et donc finalement qu'on puisse avoir une fiction en réalité sur les génocideurs dans lequel on puisse s'identifier. Je reviens à votre livre, Père. Vous dites la Shoah est inscrite dans ma vie. Que voulez-vous dire par ça? Je veux dire que par mon grand-père et puis maintenant par des tas de gens que j'ai rencontrés, effectivement, de toute façon, ma famille a toujours intégré que la Shoah existait. On est une famille très simple, la moitié sont catholiques, la moitié sont anti-catholiques, mais on a toujours su que les Juifs avaient été tués, que les Tziganes avaient été tués. Ça, je l'ai toujours appris et j'ai jamais eu un gramme d'antisémitisme dans mon éducation. Donc de toute façon, ça fait partie aussi, je dirais, de la vie de toute ma famille. Mais ça fait partie aussi de la vie de l'Église. J'ai quand même suivi tous les chemins du pape Jean-Paul II, tous ses gestes à Yad Vashem, son geste au mur, et je dirais, et toutes les paroles qu'il a prises dans les anciens ghettos à Varsovie. J'étais à Varsovie avec le docteur Praskier lorsque Jean-Paul II est venu. Nous n'étions que 50 personnes, il y avait des centaines de milliers de personnes qui écoutaient, où le pape dit « Prions aux intentions des Juifs ». Donc je dirais que j'ai compris aussi que l'Église, petit à petit aussi, posait tellement d'actes que je ne pouvais que suivre. Merci pour tous les trois d'être venus sur ce plateau pour venir parler de cette Shoah par balle. Pour en savoir plus, si vous êtes à Paris, vous pouvez vous rendre au Mémorial de la Shoah qui abrite une exposition sur la Shoah par balle. C'est jusqu'au 6 janvier. Pour plus d'informations, un site internet. L'adresse s'affiche sur vos écrans. Et puis rappelons, Père, le titre de votre livre, Porteur de mémoire, qui est paru chez Michel Lafon. Et puis également deux autres lectures. D'abord, ce très bon ouvrage sur l'enfant et les génocides. C'est chez Robert Laffont, témoignage sur l'enfance pendant la Shoah. Et puis un autre livre, votre livre, Alexandra Lavastine, L'oubli du fascisme, c'est aux presses universitaires de France. Et puis enfin, téléspectateurs, vous qui nous regardez, n'hésitez pas bien sûr à réagir sur cette émission, à nous adresser vos commentaires par email à l'adresse réaction@kto.tv.com. Voilà, c'est la fin de cette émission. À très bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Au revoir.